Voilà, bonjour Roland Tonéiguès, bonjour Hugues Hector Sogo, vous n'êtes plus à présenter sur ce plateau. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonjour Carole Olaye, bonjour amis téléspectateurs citoyens du monde, bonjour Hugues Hector Sogo. Bonjour Roland, bonjour Carole, bonjour également à nos internautes qui nous suivent en ligne, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, nous allons démarrer avec l'heure de vérité sur la situation de l'État. Il s'agit de discours du chef de l'État à la nation, un discours très attendu, il faut le notifier. Il sera face aux députés le 20 décembre prochain et c'est un discours très attendu. Hugues Hector Sogo. Oui, effectivement, le 20 décembre prochain, donc c'est-à-dire le vendredi, dans quelques jours, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon, se retrouvera à l'Assemblée nationale pour, une fois encore, répondre à cette exigence de la loi fondamentale en son article 72 de notre Constitution, qui lui fait exigence donc de pouvoir prononcer un discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que le président Patrice Talon pourra présenter? Est-ce que ce sera un discours assez court ou un discours plus ou moins long? Déjà, beaucoup de personnes se posent cette question. Et par rapport au contenu, il y a forcément cette attente de la position du chef de l'État relative quand même à la question fondamentale, est-ce qu'il pourra partir ou non au lendemain de 2026? A priori, on doit quand même se dire que ça ne devrait pas être une question qui devrait se poser, mais quand on sait un peu tout ce qui se passe pratiquement à la fin du deuxième mandat constitutionnel de nos chefs d'État en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, on peut quand même se dire qu'a priori, ce message que le chef de l'État adressera sur l'état de notre nation, ce sera sans aucun doute encore pour lui une occasion de réaffirmer devant les honorables députés à l'Assemblée nationale que bel et bien, à la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel, il pourra passer témoin à celui qui sera élu par le peuple béninois. Au-delà de ça, il y a sans aucun doute la question de la décrispation politique. Vous voyez un peu l'environnement dans lequel on se retrouve de plus en plus, où des voix s'élèvent pour demander par exemple qu'il y ait révision relecture du code électoral. Le chef de l'État sans aucun doute reviendra sur cette question. Il va forcément donner son avis personnel. Est-ce qu'il faudra que les honorables députés puissent assez vite se repencher sur cette question d'intérêt national ou est-ce qu'il va esquiver la question? Je pense quand même que c'est un sujet sur lequel les Béninois l'attendent. Et puis, dernier sujet, sans aucun doute, sur lequel les Béninois pourront attendre le chef de l'État sur la question de ce discours qui fera l'état de la nation, c'est la question économique, le panier de la ménagère, comme on le dit souvent. Quand Patrice Talon prenait le pouvoir le 6 avril 2016, je crois que de ses premiers mots, il faisait référence à ce qu'il faudrait que le peuple béninois travaille à serrer la ceinture. Est-ce qu'après pratiquement 8 ans d'exercice du pouvoir d'État, le chef de l'État pourra lâcher prise et demander maintenant que l'on puisse souffler un peu, ou est-ce que nous allons toujours maintenir la même posture, quitte à ce qu'avec le nouveau chef d'État qui sera élu en 2026, nous puissions nous dire enfin, sous Patrice Talon, on a assez fait de sacrifices, mais là, on a commencé par en bénéficier des fruits. Donc voilà 3 sujets ou 3 centres d'intérêt fondamentaux sur lesquels je trouve essentiellement que les Béninois vont pouvoir attendre le chef de l'État par rapport à son message sur l'état de notre nation le vendredi prochain devant les honorables députés à l'Assemblée nationale. Roland Tonéiguès.
Oui, le journal a écrit l'heure de la vérité sur la situation sociale. Je crois que les autres débats sur lesquels on pourrait attendre le chef de l'État, politique et autres, je crois qu'il répondra, il donnera des nouvelles. Mais sur la situation véritablement sociale au plan global, j'estime qu'il y a une certaine chose que le chef de l'État doit pouvoir revoir. C'est vrai qu'il fera le bilan de ce qu'il a fait à la tête du Bénin depuis qu'il est là. Il nous rappellera, en tout cas sa promesse, du hautement social qui est rentré en vigueur peut-être à partir de 2023. Et donc, il va citer, parce que n'oubliez pas que l'année passée, il est revenu sur véritablement ce que son gouvernement a fait. Et dans cette année, il ne manquera pas de rappeler les couches vulnérables qui ont été impactées par les actions de son gouvernement. Donc, je pense véritablement que il ne va pas manquer de revenir sur ces aspects et qui fera certainement des promesses. Parce qu'on nous apprend que dans le gouvernement actuel, c'est que, en tout cas dans le budget actuel, le budget 2025, SI 2025, qui a plus de 1000 milliards pour le social. Et donc, les actions qui seront inscrites pour cette année, il ne manquera pas de revenir sur ces actions. Forcément de bonnes nouvelles pour les couches vulnérables, forcément de bonnes nouvelles pour les AME, forcément de bonnes nouvelles pour les travailleurs du Bénin, forcément de bonnes nouvelles pour les journalistes, parce qu'on entend quand même l'aide à la presse privée. Donc forcément, beaucoup de choses vont se passer certainement, il va les annoncer. Donc les couches sociales seront certainement impactées. En tout cas, on est optimiste. Et donc, attendons de voir ce qu'il va nous proposer, attendons de voir le bilan qu'il fera de ce que son régime a fait. Toujours est-il que il nous revient quand même de rappeler le chef de l'État que oui, il y a des actions qu'on fera, qu'on mènera qui vont impacter des couches, mais il va falloir quand même penser à écouter davantage les Béninois. Penser à écouter davantage les Béninois. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on fait un clin d'œil vers le panier de la ménagère, le panier, je n'ose pas dire que c'est vide, mais c'est presque vide. C'est presque vide en ce sens que vous avez du mal, vous êtes une femme Carole Laillé. Je ne vais pas quand même dire les douleurs des femmes au marché aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que la popote que votre mari vous donnait il y a 2 ans, il y a 6 mois, 1 an, vous suffit encore au marché aujourd'hui. Et c'est un problème dans les foyers aujourd'hui. Les femmes boudent les maris parce que les maris n'ont pas eu augmentation de salaire là-bas, ne veulent pas augmenter la popote. Il y a des problèmes dans les foyers. Et donc, à ce niveau, par exemple, il revient au gouvernement de réfléchir sur la nécessité de voir comment est-ce qu'on peut subventionner certaines denrées de première nécessité. Comme l'huile aujourd'hui, voilà, qui se vend à 2000 je francs ne comprends pas dans les marchés, à 1800, à 1900 voilà, le litre. Je ne comprends pas comment se fait-il que nous produisons du coton. Nous sommes premiers producteurs de coton. Nous avons du coton graine. Mais que nous ne puissions pas produire de l'huile chez nous pour que les Béninois puissent acheter ça moins cher que ce que nous avons aujourd'hui. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ait des régions dans lesquelles on produit de l'arachide en quantité, mais que nous ayons ce problème d'huile et que ça coûte cher aujourd'hui. Donc, il y a des leviers sur lesquels il faut agir pour permettre aux Béninois de souffler. Écoutez, Diomaye Faye est venu au pouvoir. Dès les premiers mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subventionné certains de nos produits, le sucre, le riz. Et donc, les trucs. On a beau faire, on te fait de dire que le Niger, Tiani est au pouvoir, mais allez au Niger, il y a des choses qui coûtent moins cher au Niger par rapport au Bénin. Donc, je pense qu'il y a une politique qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Écoutez davantage les Béninois, écoutez davantage les travailleurs. On a fait une augmentation de salaire. D'aucuns diront que c'est une augmentation exponentielle. Pour reprendre le même mot de notre confrère Adrien Tchoumankou. Oui, mais le chef de l'État avait du plaisir à dire devant les députés qu'il a augmenté les salaires pour les fonctionnaires en donnant des exemples, les policiers, les sages-femmes. Mais est-ce que cette augmentation de salaire... Impact. Non, ça a impacté peut-être en 1 mois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette augmentation de salaire a toujours d'impact aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ressentent vraiment ça dans la situation? Donc j'estime qu'à ce niveau, il faut quand même revoir les choses. Et puis, quand on finit de dire ça, écoutez, on a tout fait de dire qu'on va supprimer certaines activités. Quand les gens disent qu'il faut supprimer le paillot, d'accord, mais c'est un problème de société. Est-ce qu'au niveau de la pompe, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour nous permettre de vendre, d'acheter le produit, l'essence à la pompe à peut-être 550 francs au lieu d'acheter ça à 680 ou bien 700 francs? J'estime que c'est des leviers sur lesquels on doit agir. Donc, oui, on me dira que chaque gouvernement avec sa vision, mais
j'estime véritablement que la prospérité partagée quand même doit être de mise. Aujourd'hui, si on dit que le Bénin se développe et que la Banque mondiale dit que nous sommes premier PIB bien gouverné, peut-être deuxième ou troisième, et dans le mois, on nous envoie l'aile des lauriers, nous sommes premiers pratiquement sur tout, mais qu'on ne centre pas dans la vie du Béninois lambda, il y a matière à se poser des questions. Alors, ça dit que le Bénin est premier rien que pour les élites, la classe bourgeoise, ou bien le Bénin est premier pour la basse classe, les prolétaires. J'estime véritablement que le débat se situe à ce niveau. Et le chef de l'État devra maintenant situer les choses pour dire quels ont été les goulots d'étranglement et qu'est-ce qu'il compte faire pour la dernière année qui lui reste. 2025 est un tournant décisif. Je suis d'accord que je comprends clairement qu'il ne se laissera pas faire. Donc, oui, il y aura beaucoup d'actions, mais est-ce que ce sont des actions qui seront dans le temps? Quand je prends les producteurs, la situation sociale des producteurs dans notre pays, il faut qu'on s'intéresse à ce débat. Les sojaculteurs se plaignent. Les cotonculteurs se plaignent. Les producteurs de maïs se plaignent. Les producteurs d'ananas ne disent pas ce qu'il y a comme difficulté, mais ils se plaignent quand même. Les anacadiers se plaignent. Alors, nous avons une entreprise au Bénin, pardon, une zone industrielle au Bénin qui a besoin de matières premières. Oui, c'est une bonne chose, parce que c'est des jeunes qui sont recrutés là, qui travaillent là. Mais dès lors qu'on a besoin de matières premières pour ces entreprises, il faut quand même payer le prix juste pour que les producteurs aussi trouvent leur compte. Aller fixer des prix qui, en réalité, mettent en difficulté les producteurs, je l'ai toujours rappelé ici, des producteurs ont dû fuir le Bénin à un moment donné parce qu'ils doivent avoir des structures de microfinance. Et sans moyens, ont dû fuir d'abord. Il y en a qui ont été repêchés, notamment dans les villages, parce qu'ils sont venus, parce qu'il y avait un décès dans leur famille. Ils sont rentrés et la nuit, là, les gens ont filé l'information, on est allé les chercher. Parce que ce qu'ils ont produit à un moment donné, ils n'ont pas vendu ça à juste prix. Parce qu'on dit que oui, on a besoin de matières premières dans une entreprise qui produit au Bénin, et donc par conséquent, tout le monde va forcément vendre. Je suis d'accord, parce que ça participe du développement de notre pays. Mais il faut payer le juste prix à un moment donné pour donner de la force aussi à ces producteurs. Donc j'estime que l'un dans l'autre, il y a tellement de chantiers sur lesquels le chef de l'État doit pouvoir se prononcer. Qu'est-ce qu'il pense faire de la situation des sojaculteurs? Est-ce qu'on va continuer à fixer un prix pour mettre les gens en difficulté, ou bien il faut qu'on mette un accord, discuter avec les gens et voir comment est-ce qu'on peut leur permettre aussi de sourire. On ne saurait continuer à donner la part belle à une minorité qui s'enrichit, qui est à l'aise, à l'abri des besoins, alors que les vrais producteurs, les vrais travailleurs sont encore dans des problèmes. Voilà, Hugues-Hector Zogo, la situation se complique pour Olivier Bokor et son beau-frère, on pourrait le dire ainsi. Leurs comptes sont désormais gelés. Votre lecture? Je n'ai aucune lecture de ça. Aucune lecture. Vous savez, quand vous avez affaire à un État, il y a des questions sur lesquelles il ne faudrait pas du tout s'amuser. Nous sommes dans un dossier, non seulement devant la justice, mais c'est un dossier qui a rapport à ce qu'on appelle tentative de déstabilisation d'un État. Et donc, c'est un dossier très sensible. Vous aviez vu, on ne peut pas prendre parti aujourd'hui. Il y a quelques semaines en arrière, le procureur spécial près la Criette a fait un point de presse. Il a partagé des informations avec des journalistes béninois. Mais je crois en intervalle de 24 à 72 heures maximum, il y a eu des structures sur le plan international qui ont rapporté d'autres informations. Mais depuis lors, est-ce que vous aviez vu, par exemple, le procureur spécial ressortir pour revenir sur ces informations-là qui ont été apportées? Non. Et donc, si vous n'avez pas des éléments précis, si vous n'avez pas fait des investigations, vous ne pouvez vraiment pas vous prononcer. Vous vous prononcez, vous aurez affaire encore à la justice. Donc pour moi, aujourd'hui, les comptes sont dits gelés. Nous allons constater et sur le processus, voir ce que ça va donner. Quand ils seront prêts, puisque le dossier est en instruction, quand ils seront prêts et ils vont tirer les conclusions, nous allons, à partir des conclusions, donc, savoir quelle disposition prendre et quelle lecture en faire. Roland Tonenquès.
Oui, c'est un quotidien qui nous informe que les comptes ont été gelés. On n'a pas les preuves que c'est véritablement gelé. Mais toujours est-il que je ne pense pas que Olivier Bokor et Roch Neri soient des bébés ou des enfants politiques pour comprendre que depuis qu'ils ont ce problème en cours, que leur compte devrait être encore pourvu au Bénin. En réalité, si encore leur compte était encore pourvu au Bénin, au point où on va geler, c'est qu'en réalité, eux-mêmes, ils ont été quelque peu naïfs politiquement. Toujours est-il que, quand je finis de dire ça, je dis, écoutez, que leur compte soit gelé ou pas, c'est les gens qui se connaissent. C'est les gens qui se sont soutenus tout le temps. C'est les gens qui ont géré le pouvoir à leur manière. C'est les gens qui ont partagé ce qu'ils ont envie de partager aux grandes dames des Béninois. Et donc, si aujourd'hui il y a problème dans cette famille politique, qui sommes-nous pour intervenir? Je crois qu'ils ont certainement des gens qui vont intervenir, qui pourront peut-être les ramener à la paix. Le problème fondamental, on en parlait d'atteinte à la sécurité de l'État. Hugues l'a rappelé, le procureur est sorti, il nous avait promis qu'il reviendrait pour l'évolution, pour nous informer sur l'évolution du dossier, mais plus jamais il n'est revenu. Il n'est revenu. Donc, il y a quand même des non-dits peut-être que les gens ne voulaient pas mettre sur la place publique. J'estime que c'est des frères ou des amis, vous pouvez les appeler utérin ou bien consanguins ou je ne sais quoi, siamois, qui aujourd'hui ont des problèmes. Le peuple observe, et je l'ai toujours dit, attendons l'issue de ce dossier avant de dire quoi que ce soit. Parce que aller vite en besogne pour vouloir peut-être être du côté de Olivier Bokor pour attaquer Patrice Talon. Ce n'est pas notre rôle d'ailleurs. Oui, non, oui, mais les gens le font malheureusement. Hein. Les gens le font malheureusement, et même des confrères, j'ai vu des confrères prendre carrément pour position pour l'une des deux personnes en situation. Et j'estime véritablement que vous mettez le doigt entre la et l'Écosse. Ça vous fera mal, et très mal. Et en son temps, c'est que les deux ont certainement des secrets sur lesquels ils peuvent se rappeler des choses et ils vont faire la paix. Mais pendant ce temps, vous seriez où? Nous serions où? Je pense, j'observe comme tout bon Béninois que c'est une saga judiciaire qui se déroule sous nos yeux. On attend de voir. Comme le disent les Anglais. Wait and see. Nous allons poursuivre avec les détenus qui sont maintenus dans des conditions inhumaines à Porto Novo. Hugues Hector Zogo. Il y a l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Par conséquent, je trouve que même quand un citoyen se retrouve en difficulté par rapport à la loi et qu'il se retrouve soit en détention préventive ou soit se retrouve dans une maison d'arrêt, ça ne vaudrait systématiquement pas dire qu'il a perdu tous ses droits. Il y a des droits fondamentaux qu'il faut inéluctablement respecter. Parce que le détenu, il se retrouve dans une maison d'arrêt ou dans une prison pour une période bien définie. Et quand il y va, dans des pays mieux organisés, qui ne sont forcément pas en voie de développement comme le nôtre, il y a tout un processus qui entoure son séjour carcéral. Il y a par exemple des psychologues qui sont là, qui discutent avec lui. Il rencontre pourquoi pas des sociologues avec qui il partage son quotidien, les raisons qui l'ont poussé par exemple à commettre tel acte. Il en parle et on essaye de l'accompagner dans un processus que j'appellerais peut-être un processus de guérison. Parce que quand il aura fini de purger sa peine, il va encore se retrouver dans la vie sociale. Donc il y a ce qu'on appelle la réinsertion dans la vie active. Mais si déjà la personne se retrouve en détention et vous bafouez tous ses droits, par exemple le droit à la santé, un détenu qui se retrouve peut-être souffrant et qui a besoin d'un minimum de soins de santé.
Au lieu que vous puissiez les lui accorder, vous le privez de ce droit-là. Il va se retrouver davantage faible. Alors que, d'après les informations que beaucoup de personnes partagent pour la plupart du temps, quand vous vous retrouvez dans ces milieux-là, il vous faut un mental assez fort. Il faut que vous ayez la capacité de développer ce qu'on appelle effectivement la résilience. Mais pour quelqu'un qui apprend à être résilient et qui entre-temps se retrouvait souffrant, si vous ne prenez pas les dispositions pour lui permettre d'avoir un médecin, de se faire traiter, de bénéficier de soins adéquats pour sa santé, voyez-vous les difficultés auxquelles il se retrouverait davantage confronté. C'est comme si, a priori, vous souhaitez sa mort. Or, ce n'est pas l'objectif. Quand on envoie quelqu'un en prison ou dans une maison d'arrêt, ce n'est pas que la personne n'en sorte pas vivante. Ce n'est pas qu'on aille rechercher à la fin, je vais dire, ces restes précieux. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a plusieurs informations qui remontent sur les plateformes numériques de temps à autre au niveau de notre pays, où on parle de la condition de ces personnes-là qui se retrouvent dans les maisons d'arrêt. En l'occurrence, ces personnes qui vivent au niveau de la promisérité. Et moi, je pense que les associations du respect des droits des personnes, ces associations-là doivent énormément travailler pour accompagner les autorités, accompagner l'agence pénitentiaire, accompagner le ministère de la Justice, parce que c'est une mission assez délicate. Ne nous leurrons pas. Il est arrivé déjà qu'on ait entendu que la prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles. C'est vrai, c'est un fait. Mais vous ne pouvez forcément pas savoir du jour au lendemain toutes les personnes qui vont se retrouver en condition de détention. Vous qui vous retrouvez aujourd'hui à occuper de hautes fonctions de la République, aujourd'hui, donc vous vous dites que vous êtes un privilégié. Mais du jour au lendemain, que vous puissiez vous retrouver de l'autre côté, pour un fait avéré ou non, c'est très vite arrivé. Et donc, même si la personne qui se retrouve aujourd'hui en prison, même si cette personne a été un criminel, les tests sont assez clairs. Il y a des droits fondamentaux qu'il faut inéluctablement respecter pour cette personne-là. Parce que on considère que cette personne porte ce que nous appelons la vie. Or, la vie, elle est sacrée et notre Constitution le stipule si bien. Donc, pour moi, j'invite les différentes autorités judiciaires qui travaillent à accompagner les détenus, les personnes qui se retrouvent dans les maisons d'arrêt, à faire respecter les droits de la personne humaine. Parce que c'est capital. Ça participe même à la rééducation de ces personnes-là pour qu'elles ne se disent pas « parce que je me suis retrouvé en prison, tout est fini. Je n'ai plus la possibilité de reprendre une nouvelle vie. » Non. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble à se dire ce minimum-là et que ça soit effectivement respecté. C'est ce qui donnerait plus de la valeur à notre pays où on dira le Bénin continue d'être un pays de paix où le respect des droits humains est une priorité. Ouais. Alors, Roland, on a une question. La CBDH est revenue sur cette question. Amnesty International, Amnesty Bénin revient là-dessus chaque fois. J'ai comme l'impression qu'en face, ces organismes ou bien ont des gens qui ne veulent pas écouter. Je dirais peut-être, mon premier message, c'est à l'endroit des régisseurs de prison, des gardiens chefs et autres, pour dire, quand on vous envoie, sachez vous envoyer, parce que la roue tourne toujours.
les gens feraient mieux d'améliorer les conditions de vie des détenus. Et Hugues l'a rappelé, même si la personne c'est un criminel, elle a toujours des droits qu'il faut respecter. Qui vous souvient que dans cette affaire de prison, on a dit que certains prisonniers étaient malades, on n'a pas voulu les envoyer à l'hôpital, et puis, subitement, quand d'autres sont allés en prison, n'ont pas encore fait un mois, on commençait pas à avoir problème de dos ou bien de genoux, je ne sais quoi, on a quand même trouvé la formule de les envoyer à l'hôpital. Et on sait aussi que des gens ont pris par l'hôpital pour pouvoir fuguer. Et pendant que d'autres demandaient depuis à être envoyés à l'hôpital pour être soignés. J'estime qu'on doit pouvoir faire très attention. Et Hugues a rappelé, ce ministre qui a dit que une prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. S'il avait fait des prisons un hôtel 5 étoiles, il n'aurait pas de gêne à revenir au pays, même si on devait le mettre en prison. Il sait qu'en prison, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il est resté à l'extérieur, il ne peut pas venir. Donc les gens doivent comprendre que ce que vous faites en fait aujourd'hui, c'est pour vous demain en réalité. Si vous le faites mal, un jour ou l'autre, vous allez subir ce que vous avez semé. Et si ce n'est pas vous-même, c'est peut-être vos proches? Oui, si vous le faites bien, c'est qu'à un moment donné, vous aurez à bénéficier de ça aussi. Donc, aujourd'hui, les gens sont en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une véritable politique au niveau de nos prisons au Bénin? De secteur pénitentiaire aujourd'hui, quel est véritablement le plan? Quelle est la feuille de route? Qu'est-ce que les gens font là-bas? Parce que vous allez voir des gens qui vont en prison pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sortent. Après, c'est un problème. C'est un gâchis, c'est 6 ans perdus. Mais est-ce qu'il y a un plan, par exemple, de reconversion, par exemple, pour ces prisonniers? Pendant qu'ils sont là-bas, est-ce qu'on les a occupés? Est-ce qu'on leur a appris un métier? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas appris de métier et qui sont devenus des brigands, qui sont allés en prison. Il faut quand même les former. Il faut maintenant trouver un plan de reconversion. Il faut maintenant leur trouver des psychologues pour leur parler. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut évoquer. Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a fait la prison. Je l'ai rencontré vendredi dernier. Il me racontait un peu la situation. Il fait partie des gens qui ont été interpellés, mis en prison pour des questions de violence en 2021. Il m'a raconté la vie en prison. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que, oui, il fallait avoir un mental fort? Comment est-ce que, quand il est parti, automatiquement, il a rencontré le professeur Joël Evo qui disait « Bonne arrivée, mais tu dois avoir un mental très fort. » Comment est-ce que des gens comme ça sont déstabilisés? Et d'abord, question, excusez, sur le plan sanitaire, ils ont des problèmes, ces personnes-là. Les gens interpellent, écrivent au garde des Sceaux, au régisseur. Ils écrivent, mais personne ne leur répond. Quelqu'un a inauguré une prison dans la commune d'Abou-Clavi, mais a fini par se retrouver dans cette prison également. Donc, quand les gens disent aujourd'hui, ailleurs, on travaille à construire des écoles et à fermer les prisons. Moi, je ne comprends pas pourquoi, chez moi, on annonce de construire de nouvelles prisons, alors qu'on a peut-être un travail à faire au niveau des prisons pour éduquer les gens, pour leur permettre d'avoir une nouvelle vie et de fermer les prisons. Quel intérêt avons-nous à avoir 50 prisons au Bénin? Ça veut dire qu'en réalité, on veut continuer à mettre... Parce que le problème, les vices interviennent quand? Les problèmes là interviennent quand? Quand la personne n'a pas à manger, qu'il n'a pas de solution, il est tenté d'aller voler. Il est allé tenter de commettre des impairs pour se retrouver en prison. Quand vous allez en politique, le politique va réagir, va dénoncer, va faire des actions, parce qu'à un moment donné, politiquement, il y a des stratégies qui l'empêchent d'évoluer lui. Donc, si nous voulons faire bien les choses, en réalité, on ne va pas continuer à dire on veut construire des prisons. Si nous voulons bien faire les choses, c'est que nous devons réfléchir à construire des écoles, davantage des salles de classe, former les gens, les éduquer à la citoyenneté, les éduquer au vivre ensemble, les éduquer à l'auto-emploi, à la culture de la paix. Et là, on va fermer progressivement les prisons. Mais les prisons sont là. Les prisons sont surpeuplées. Il y a quand même un prisonnier que j'ai eu la chance de rencontrer également il y a 2 mois, qui est sur les prisons, qui me racontait son expérience. En tout cas, j'aime bien écouter ces expériences pour me faire une idée de ce que les gens vivent. Et je ne souhaite pas à mon pire ennemi de se retrouver dans cette situation. Mais j'invite nos autorités aujourd'hui à comprendre que
ceux qui sont en prison, c'est aussi des humains comme nous. Les grands criminels et autres, à un moment donné, on dit, hein, c'est Socrate, je sais quoi qu'il a dit, nul n'est méchant volontairement. Il y a toujours un facteur quelque part qui a fait que quelqu'un est devenu un criminel à un moment donné. Et si nous réglons ce problème de la société, on aura moins de criminels, on aura moins de brigands, moins de délinquants. Et politiquement parlant également, si nous faisons les choses bien, c'est que des acteurs politiques feront les choses dans les normes. Mais ne pas faire les choses bien amène des acteurs politiques à réagir et on veut maintenant les empêcher de parler, on les met en prison, politiquement parlant. Alors, j'estime véritablement qu'il revient aux gouvernants de réfléchir, de revoir notre politique des prisons, de revoir comment est-ce qu'on fait les choses aujourd'hui, ceux qui sont en prison, comment est-ce qu'on les nourrit. Moi, je ne trahis qu'au secret en disant, j'ai été quand même une jeune fille qui travaillait quelque part, je ne citerai pas là, qui me dit, mais chez nous, on ne peut pas, on envoie dans la prison. Et parfois, les haricots, on ne trie pas, on met au feu. Parce que c'est une nourriture de masse. Et après, on va servir. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai écouté ça quand même. De quelqu'un qui a travaillé dans un restaurant qui devait fournir à manger dans les prisons. C'est quand même des humains. Mais les gens font ça, prennent des millions, des dizaines de millions, si vous voulez, des centaines de millions. Mais la nourriture qu'on leur sert aujourd'hui dans les prisons, est-ce que véritablement c'est une nourriture de qualité, par exemple? Posons-nous les vraies questions. Des gens s'enrichissent sur le malheur de leurs concitoyens, compatriotes en prison. Parce que comme c'est des prisonniers, il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Il faut quand même, c'est une nourriture de masse, on sait quand même hein, comment ça se passe. À un moment donné, on a dénoncé même ça au niveau des restaurants universitaires où on prenait à manger, il y avait des charançons dedans. Aujourd'hui, quand même, c'est arrangé, c'est mieux que par le passé. Donc, j'estime qu'il y a tellement de choses à faire pour les prisons aujourd'hui, pour aider nos compatriotes. Et il revient au gouvernement. Le chef de l'État, qui, en tout cas, un homme fin, je crois qu'il n'a pas ces informations. Mais il faut qu'il interpelle tous ceux qui sont en charge des prisons. C'est vrai que bon, quand il dit je crois qu'il n'est pas informé, je parle des conditions, hein, mais pour certains acteurs politiques, je ne doute pas qu'ils soient informés quand même. Mais il leur revient quand même de revoir maintenant la situation afin que nous puissions progressivement fermer les prisons pour ouvrir les écoles. Un dernier sujet à aborder, l'Indépendant parle de la coopération entre le Bénin et le Niger. Le ministre des Affaires étrangères béninois reste confiant par rapport à la réouverture des frontières dans les prochaines semaines. Hugues-Hector Zogo. Oui, il y a un grand effort diplomatique qui se fait depuis quelques mois, je vais dire. La démarche, c'est que nous puissions renouer contact avec nos frères nigériens sans pouvoir nous rendre au Niger avec des difficultés. Et ce n'est plus un secret aujourd'hui, hein, quand on sait quand même qu'au niveau de notre pays, le Bénin, des stratégies se mettent en place pour rencontrer les autorités nigériennes et que des autorités nigériennes également viennent sur notre territoire pour échanger. Il y a, c'est vrai, plusieurs rencontres qui se font à huis clos, parce que vous savez très bien qu'au début de cette crise-là, on a beaucoup vite fait de mêler la presse et puis c'est allé pratiquement dans tous les sens, que ce soit du côté du Bénin, tout comme du côté du Niger, chacun tirait le drap de son côté. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, les autorités, que ce soit celles béninoises ou celles nigériennes, sont parvenues à comprendre que nous sommes effectivement des pays frères et amis, comme l'expression le stipule et utilisée pour la plupart du temps, et que nous ne pouvons pas vivre en enclos. Voyez-vous, le Bénin partage quand même sa frontière avec le Niger. Il y a les questions de sécurité alimentaire qui restent a priori un grand défi pour les deux États. Et donc aujourd'hui,
si on continue de se tourner dos en tant que partenaire stratégique, ça ne serait nullement profitable aux populations. Vous voyez le nombre de transporteurs, par exemple, qui auraient pu profiter des avantages du port autonome de Cotonou si cette frontière terrestre n'était pas fermée depuis plusieurs moments. Et donc, ça constitue une perte pour ses compatriotes béninois, parce que c'est vrai, ils sont dans le secteur du transport, mais au même moment, c'est sur le territoire nigérien qu'ils font plus leurs affaires. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité, même quand le Niger a pris la décision de contourner le Bénin à partir du Togo, ces transporteurs-là n'ont pas la possibilité d'utiliser leurs camions avec l'immatriculation béninoise pour faire transporter les effets du Togo pour le territoire nigérien. Donc c'est assez compliqué. Et quand vous êtes un responsable soucieux du mieux-être de vos populations, à des moments donnés, vous êtes tenu de faire baisser la garde et de vous dire attention, pour le bien de mes communautés, il faut inéluctablement que je revoie un peu ma posture. Et donc je crois que c'est ce qui a pu être finalement fait du côté du chef de l'État béninois, le président Patrice Talon. Du côté du Niger aussi, il y a eu cette sagesse-là de pouvoir écouter son partenaire diplomatique. Et donc aujourd'hui, il y a une avancée significative. Hein, une avancée significative. On va souhaiter que assez vite, les vœux qui se nourrissent se concrétisent en action et que nous puissions définitivement tourner dos à ce triste scénario et qu'on souhaite aussi que ça ne revienne plus. Parce qu'il y a quelques années en arrière, on a vécu pratiquement le même scénario avec le Nigeria. Après le Nigeria, on s'est retrouvé avec le Niger. On a le Togo qui est à côté. On ne souhaite pas que ça arrive, par exemple, avec le Togo aussi. Donc, moi, je voudrais dire que sur le plan diplomatique, il y a un gros travail qui doit pouvoir se faire. On a de très bons diplomates au Bénin, mais je ne sais pas ce qui se passe et à des moments donnés, il y a de ces erreurs-là qui se commettent et qui deviennent des erreurs assez fatales pour les populations. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour la plupart du temps, ce n'est pas nos dirigeants qui subissent les conséquences de ces actions-là qui se mènent. Vous avez vu, on est parti de la CEDEAO. C'est lors d'une réunion de la CEDEAO que la décision a été prise. Et justement, mais les autres acteurs n'ont pas pris cette mesure décidée, je vais dire, de concert au niveau de cette rencontre des chefs d'État. Mais le Bénin a voulu quand même donner le bon exemple. Plus tard, on a vu comment est-ce que le scénario s'est passé. Le Bénin a été pratiquement abandonné face à une décision. Est-ce que c'est même son sort? Le Bénin a été abandonné par rapport à une décision de la CEDEAO tout entière, parce qu'elle ne faisait que mettre en application ce qui avait été décidé de concert. Donc pour moi, il faut que nos diplomates puissent travailler, que ce soit sous l'ère du président Patrice Talon ou sous l'ère du prochain chef d'État qui sera élu en 2026, que nous puissions faire très attention, surtout quand il s'agit de la fermeture de frontières, que ce soit terrestre ou aérienne, que nous puissions faire très attention avant de pouvoir poser ces actes-là, parce que ce n'est pas très facile pour les populations. Voilà, vous parlez tantôt de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Niger n'en fait plus partie. Ne pensez-vous pas que cela viendra compliquer encore la situation? Non, ça ne compliquerait pas du tout la situation. Le Niger, c'est pas le retrait du Niger et même des autres États de l'AES, de la communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, ne constituerait en rien un blocage par rapport aux relations diplomatiques qui existent entre le Bénin et ces États, en l'occurrence avec le Niger. Vous savez, pour que les nations grandissent, à des moments donnés, il y a
des situations que nous devons quand même pouvoir vivre. Et quand on les vit, on arrive parfois à respecter l'autre dans sa démarche. Quand vous prenez le Niger, beaucoup de personnes vous diront que, je m'excuse de le dire de cette façon-là, que le Niger, c'est un petit pays par rapport au Bénin, quand on s'intéresse un peu à leur situation géographique et tout ce qui va avec. Mais la résilience du peuple nigérien a permis aujourd'hui aux Béninois de savoir qu'attention, le Bénin, c'est un État, le Niger, c'est un État souverain. À des moments donnés, nous oublions certaines choses, certaines réalités. Nous pensons que, parce que par exemple, nous autres, nous avons le port qui constitue une richesse naturelle de développement, les autres se retrouvant dans une zone enclavée, donc une zone désertique, et que a priori, ils ont le plus besoin de nous. Alors qu'en réalité, c'est en fait des pays qui doivent pouvoir se donner la main pour grandir ensemble. Et donc, ces lectures subjectives que nous faisons et qui se font généralement par les acteurs politiques, à des moments donnés, ne sont forcément pas profitables aux nations, puisque les hommes vont passer, mais les États vont demeurer. Et donc aujourd'hui, je m'excuse, aujourd'hui, je pense que le Bénin, à travers ses dirigeants, le Bénin a très bien compris que le Niger, c'est un partenaire stratégique auquel il ne faut pas tourner dos du jour au lendemain. Donc même si le Niger se retire, si on se retrouve en juillet 2025 et que le Niger n'arrivait pas à changer d'avis par rapport à son retrait de la CEDEAO et que la décision arrivait à être définitive, ça ne voudrait pas dire que le Bénin et puis le Niger ne vont pas rester des pays alliés et que ce qui va les constituer, je vais dire, des opportunités d'affaires qu'ils vont faire profiter à leur communauté, que ce soit à celle béninoise ou à celle nigérienne, ne resterait pas au cœur des échanges, au cœur des débats. Pour moi, la CEDEAO, c'est une institution régionale, on s'y retrouve, chacun donne son avis. Maintenant, si nous ne sommes plus d'accord sur la façon dont les choses se passent au niveau de cette institution régionale, ça ne nous empêche pas de continuer par développer des opportunités d'affaires avec un autre pays membre de cette communauté-là. Roland, on a une question. Je crois que les autorités béninoises savent ce qu'elles doivent faire. En réalité, on a assez parlé de ce sujet. Qu'est-ce qu'elles doivent faire aujourd'hui? Elles le savent, les autorités béninoises, elles le savent très bien. Je n'ai pas besoin de leur rappeler ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de rappeler ces choses. Et d'ailleurs, il faut quand même préciser que pendant que nous continuons de ne pas faire ce qu'on doit faire, d'autres pays s'arrangent pour avoir des partenariats avec le Niger. Il y a que la semaine dernière, le Maroc, par exemple, a offert une centrale énergétique de 22 MW à Niamey. Et donc, pendant que le Nigeria, entre-temps, coupait le courant au Niger, d'autres pays s'arrangent pour trouver des raisons d'être avec le Niger. Et bon, je crois que c'est peut-être l'impression de certains Béninois que Hugues a traduit en disant, en disant que le Niger est un petit pays. Le Niger, c'est quand même 10 fois la superficie du Bénin. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés, le Niger. Et le Niger a tellement de ressources. N'eût été la mauvaise gouvernance dans ces pays-là, le Bénin ne peut pas prétendre rester à côté du Niger. Je suis béninois, je suis patriote, mais quand on regarde l'uranium, quand on regarde le pétrole, c'est une chose dont dispose le Niger, n'eût été la mauvaise gouvernance des dirigeants africains, le Niger n'est pas un petit pays. Et vous allez voir, je donne l'exemple simple du Ghana. Quand moi j'ai grandi en 92, 93, 94 à Cotonou, on entendait les Tchoumeka, d'accord. Mais quand un dirigeant du Ghana a pris ses responsabilités, vous avez vu encore un Tchoumeka au Bénin traîner de rue en rue? Non, aujourd'hui vous avez les Nigériens qui cirent les chaussures et qui font nos chaussures, réparent nos chaussures dans nos maisons. Pendant que le pays a l'uranium, a le pétrole.
Donc j'estime que c'est le problème de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion des ressources, parce que l'autre avait nommé ses proches, le ministre du pétrole. Après, quand il est parti, Bazoum est arrivé, il a nommé le fils de son prédécesseur, ministre du pétrole également, et ça continuait. Donc j'estime que sur la question du pétrole, de la frontière aujourd'hui, oui, la CEDEAO a montré le chemin, a annoncé les couleurs, le Bénin est rentré dedans. Le Bénin a quand même fini par faire marche arrière avec l'évolution du dossier. Et j'apprécie bien l'absence du chef de l'État au sommet d'Abuja, tenant compte de cette décision que la CEDEAO devait prendre en retirant le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Burkina Faso de la CEDEAO. Parce que nous avons déjà un antécédent avec ces pays. La décision de la CEDEAO a été respectée par le Bénin et on disait que le Bénin est bon élève de la CEDEAO, mais c'est nous qui faisons les frais aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis que nos gouvernants savent maintenant désormais ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire que quoi? Le simple fait que le chef de l'État ne soit pas à Abuja pour cette décision qui a été prise par la CEDEAO, c'est déjà un pas très important. Parce que même, comment vous appelez, Bola Tinubu qui était le maître à penser et tout ça, mais il a été le premier à retourner la queue entre les jambes sans rien dire au Bénin. Quand il a décidé d'intervenir militairement au Niger et que les généraux et que les gouverneurs des États du Nigeria sont allés le voir pour dire attention, ce que tu fais, on n'est pas d'accord, on ne t'accompagnera pas, tu risques de perdre ton pouvoir. Il a été le premier à courir la queue entre les jambes pour ne pas agir, mais en ne disant rien à son homologue du Bénin, qu'il a poussé peut-être, je dirais, en griffe, en erreur. Parce que notre chef aussi avait la possibilité de voir comment appliquer ces décisions. Donc aujourd'hui, il revient au Bénin de poser des actes. Et ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. On ne va pas leur apprendre leur boulot. Nous avons un ministre des Affaires étrangères. Il a la diplomatie. On a envoyé un ambassadeur là-bas. Ils ont un ambassadeur, les Nigériens ont un ambassadeur au Bénin. Il y a nécessité de se voir et de se parler. Le Niger reproche des choses au Bénin. Ce que j'ai l'habitude de dire, on me traite de tout le nom, mais le Niger reproche des choses au Bénin. Il revient au Bénin de davantage convaincre les Nigériens, de les rassurer. Dès lors qu'il y a l'assurance, les choses iront normalement. Les transporteurs souffrent, les opérateurs économiques souffrent. Les peuples également souffrent. Oui, nos parce concitoyens. Qu'aujourd'hui, oui, le sac de l'oignon au marché, c'est à 80 J'ai dit tout à l'heure que... Et puis, c'est très difficile pour les Béninois aujourd'hui de s'en sortir. Vous le disiez tantôt, c'est vrai. J'imagine combien de fois vous êtes allé au marché, vous avez acheté l'oignon cher, vous avez boudé votre mari. J'imagine le nombre de fois que vous l'avez fait. Parce que tous les ans, je suis sûr que Hugues Hector Zego l'a subi de la part de son épouse à plusieurs reprises. Elle vient du marché, elle a la mine renfoyée. En tout cas, c'est pas la joie. Donc, elle ne veut pas, malgré tout ce que tu fais, madame ne sourit pas. C'est peut-être quand elle aura besoin de demander quelque chose qu'elle va sourire pour venir vers toi après. Bref, c'est une parenthèse. Mais j'estime véritablement qu'il y a des choses à régler, véritablement. Et il y a des gens qui dorment sur le territoire béninois et qui vont travailler au Niger tous les jours et qui reviennent le soir dormir sur le territoire béninois. C'est vice-versa. Du côté du Niger également, c'est la même chose. Donc, c'est des peuples qui se connaissent. Et nous devons vivre. On parle d'intégration africaine, on ne saura continuer. J'en appelle à la bonne volonté des autorités nigériennes de voir dans quelle mesure ils vont maintenant ouvrir les frontières et permettre à nos concitoyens, compatriotes, qu'ils soient au Bénin ou au Niger, de continuer à faire leurs affaires pour le bonheur des deux peuples. Merci Roland Tonné-Ikes, merci Hugues Hector Zogo.